François Héran, je suis le nouveau président de l'Union rationaliste. C'est mon... Eh bien écoutez, merci. Je peux donc interrompre mon discours puisqu'il est déjà approuvé. Voilà, je suis très heureux de pouvoir donc inaugurer, et je vais le faire aussi rapidement que possible, ce colloque sur, au fond, l'engagement des scientifiques sur la question climatique et de façon générale dans la science. C'est un problème qui a toujours intéressé l'Union rationaliste de longue date. On a beaucoup d'articles sur le sujet dans notre revue Raison Présente, mais déjà en 2005, il y avait un colloque de l'Union rationaliste consacré aux menaces sur le climat et qui avait donné lieu à un numéro centré sur le sujet, numéro 154-155, donc en 2005. Et ce qui est frappant quand on le lit, c'est à quel point toutes les alertes qui figuraient dans ce colloque il y a déjà quasiment 20 ans sont toujours d'actualité. Et une des grandes questions qu'on se pose, c'est effectivement, mais au fond, quel a été l'impact du travail des scientifiques, notamment du GIEC, sur la décision publique, la connexion entre recherche scientifique et décision publique. Au fond, on a un triangle. On a d'un côté les pouvoirs publics, de l'autre le monde scientifique, et puis on a le peuple, l'opinion publique, les électeurs, mais il y a aussi des groupes de pression. Et comment tout ceci s'agence. Et on le voit bien dans la période récente, une bonne partie des mesures qui seraient absolument nécessaires pour lutter contre la dégradation du climat sont reportées, sont mitigées, pour ne pas dire remises aux calendes grecques, sous la pression d'un certain nombre de partis politiques, de lobbies, etc. Et donc, quand on regarde au bout de 20 ans ce que ça a donné, l'action extraordinaire des scientifiques, c'est très étrange, parce que d'un côté, il y a un formidable consensus sur le travail des scientifiques. Le GIEC a réussi à faire consensus. Il y a eu quelques polémiques à un moment, mais au fond, moi je suis spécialiste de la question des migrations. Un tel consensus n'existe pas dans le domaine des migrations. Il y a eu l'idée de constituer une sorte de GIEC des migrations, un JM, mais il n'y a pas d'accord sur l'objet même, parce que pour certains, c'est la migration elle-même qui est la menace. Pour d'autres, c'est l'absence de migration. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de consensus, alors qu'il y a quand même un consensus sur la question climatique concernant la responsabilité de l'homme dans la production de gaz à effet de serre, la nécessité de réduire les émissions de gaz pour effectivement éviter les augmentations de température, qui a été modélisée déjà de longue date dès la fin du 19e siècle. Svante Arrhenius avait déjà fait un premier modèle assez étonnant et qui, au fond, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, était absolument prophétique. Donc la science a fait son travail. Et le problème maintenant, c'est est-ce que nous devons continuer à nous engager ? Est-ce que les mêmes formes d'engagement que nous avons suivies jusqu'à présent doivent évoluer pour faire en sorte que les pouvoirs publics, mais aussi l'opinion, puissent évoluer là-dessus ? Parce qu'on comprend bien que ce n'est pas uniquement la question du nombre des hommes, qui certes est importante, mais enfin que parmi les solutions, il n'y a pas seulement les solutions purement techniques, il y a aussi la nécessité de changer de comportement, il y a le mode de vie qu'il faut changer, et ça c'est manifestement ce qu'il y a de plus dur à obtenir. Donc il nous faut doubler le travail scientifique d'un travail d'explication, de justification, et au fond d'une certaine maîtrise de la rhétorique. Alors là, je me retrouve avec des fondamentaux. Aristote, dans la rhétorique, explique déjà que d'un côté, il y a l'art de raisonner, et de l'autre, il y a l'art de persuader. L'art de raisonner, c'est la science, c'est la dialectique, c'est le savoir scientifique de l'époque. Et ça, c'est vrai ou c'est faux. Mais le travail rhétorique, c'est la capacité à accroître la probabilité de convaincre autrui. Et là, il faut s'adapter aux différents publics
vous n'utilisez pas le même genre de ressort quand vous adressez à une assemblée. C'est ce que Aristote explique très directement. Quand vous faites un discours devant l'ensemble du peuple réuni, quand vous essayez de convaincre des individus, etc. Et donc, en fonction du public, il faut adapter son discours pour avoir plus de chances de persuader, de convaincre autrui. Mais évidemment, il faut quand même qu'il y ait un lien entre le travail, l'art de raisonner et l'art de persuader. Et c'est cette liaison particulièrement difficile qu'au fond, nous allons essayer d'explorer à travers ces différentes interventions. Alors je voudrais, sans plus tarder, parce que je pense avoir terminé mon introduction, je voudrais introduire donc nos deux intervenants, que je remercie vraiment d'avoir accepté, d'avoir répondu positivement à nos sollicitations. Amy Dahan est historienne des sciences, c'est une mathématicienne, elle est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle a travaillé au centre Alexandre Coiré à l'EHESS, qui est un centre réputé. On lui doit notamment gouverner le climat en 2015 avec Aykut Stéphan. C'est un volume solide de 700 pages. Elle est également auteure de Gouvernance climatique, géopolitique et risques globaux dans Raison présente, puisque le prochain numéro de Raison présente, qui est sous presse, eh bien, va traiter justement de tous les sujets que nous abordons aujourd'hui. Et je la remercie là aussi d'avoir apporté une contribution tout à fait passionnante à Raison présente sur ce sujet-là. Donc, je vous invite peut-être pas à lire les 700 pages de Gouverner le climat, puisque Amy Dahan va maintenant, en quelques minutes, n'est-ce pas, non seulement nous résumer ce qu'elle a déjà fait, mais nous parler de la façon dont elle voit l'avenir des relations entre les chercheurs, le politique, l'opinion, voilà. Et puis Mathias Girel est philosophe, il est maître de conférences ici à l'ENS. Il dirige le Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences à l'ENS, alors qui n'est pas dans ce bâtiment, mais qui est un peu plus loin, dans l'ancien bâtiment que j'ai fréquenté autrefois, où il y avait à la fois l'Institut national de la recherche pédagogique et la cinémathèque. Donc tout ça me rappelle des souvenirs, de même que quand je suis ici, salle du SAN, je me souviens des projections de films que nous avions ici dans cette salle, et je me souviens aussi des cours que donnait Jacques Derrida, ou que donnaient d'autres personnalités. Et j'ai un souvenir assez drôle aussi, là, il n'y avait pas toutes ces protections là, sur les vitres. Un jour, Le Canuet est venu présenter son programme à l'occasion de je ne sais plus quelle élection, 74 par là, entouré d'épais gardes du corps, qui se penchaient comme ça sur le côté et qui ont cassé la vitre par le simple fait de se pencher sur les murs. Donc cette salle m'évoque des souvenirs, mais je ne vous embête pas davantage avec mes idiosyncrasies, et je vais donc le grand plaisir de donner la parole à Amy Dahan. Allez-y. Merci. Donc je plonge dans le sujet. Je ne vais pas principalement parler du rôle des scientifiques. Je toucherai bien sûr, et j'ai écrit quand même plusieurs papiers là-dessus, et en particulier aussi plusieurs chapitres dans ce fameux livre, du rôle des scientifiques dans la construction du problème climatique et dans la façon dont il a été configuré, conceptualisé, traité politiquement à l'échelle internationale, etc. Mais je vais plutôt parler de ce cadre général dans lequel les scientifiques se sont inscrits. Et vous savez que pratiquement, il y a 32 ans, il y a eu cette fameuse conférence de Rio en 1992, le sommet de Rio, qui a lancé 3 processus multilatéraux qui sont 3 processus de COP, celui du climat, celui de la biodiversité et celui de la lutte contre la désertification. Et à la fin de cette année auront lieu, à peu près presque simultanément, entre novembre et décembre, les 3 COP relevant de ces conventions. De ces conventions décidées. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut rappeler qu'en 92, à ce moment-là, il y a eu une sorte de pacte mondial qui était proposé aux pays
à l'ensemble des pays, puisque c'est le processus multilatéral des Nations Unies qui avait lancé ce sommet, etc. Et ce pacte mondial, qui était résumé sous, en gros, l'idée du développement durable, Sustainability Goals, etc., c'est quelque chose qui a eu à ce moment-là un écho énorme, puisque c'était juste après la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, et qu'il y avait eu après le discours de Brundtland, qui était la secrétaire générale des Nations Unies à la fin des années 80, et qui disait « Notre Terre est une, mais nous n'avons pas les institutions et les outils pour justement construire ce monde un ». Dont on a besoin aujourd'hui. Donc, dans un grand enthousiasme, il y a eu ce pacte mondial. Évidemment, maintenant, on peut dire, rétrospectivement, que la décennie 1990, qui a été une décennie d'économies effrénées et de triomphe des néoconservateurs aux États-Unis, puis la décennie suivante qui a vu l'ascension inédite des grands émergents, évidemment avant tout la Chine, s'est caractérisée, ces 2 décennies se sont caractérisées par un développement d'une mondialisation férocement concurrentielle, l'explosion tous azimuts du commerce, les vertus proclamées de l'autorégulation, l'extension du capitalisme financier, avec d'ailleurs des outils scientifiques qui ont été à l'œuvre pour cette extension-là, puisque c'est le moment aussi où tout cela se développe, avec les outils numériques, etc., et la diffusion du mode de vie occidental comme étant le seul enviable. Donc, dans ce triptyque primitif du développement durable, le pôle économique l'a emporté complètement sur les autres et a pratiquement, je dirais, neutralisé la question environnementale et les quelques indicateurs qui ont été un petit peu explorés, comme la notion de capital naturel ou d'empreinte écologique qu'on avait cherché à construire, n'ont pas véritablement pris racine. Et en gros, il y a eu 2 projets politiques, économico-politiques, qui se sont affrontés, et bien sûr celui du développement durable, dont certains collègues qui l'ont caractérisé comme un projet d'inspiration social-démocrate, eh bien, il a perdu. On peut dire qu'il a perdu et que c'est le projet conservateur néolibéral qui s'est imposé sur le projet keynésien qui était à l'œuvre derrière. Donc, si on revient maintenant à la question climatique proprement dite, mais on ne peut pas oublier ce cadre-là, qui est un cadre qui structure aussi la façon dont l'enjeu climatique a été construit sur la scène internationale. Donc, dans les COP climat, la question de la science ou le rôle de l'expertise et donc bien sûr le fonctionnement du GIEC, dont je suis sûr que nous aurons l'occasion de parler dans la journée, c'est sûr, ont eu une importance absolument majeure dans le problème et les arènes du changement climatique. Tous les indicateurs, tous les concepts auxquels on se réfère dans les négociations, que ce soit bien sûr la hausse de température, la température moyenne globale à ne pas dépasser, la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, les équivalents CO2, le budget carbone, le budget global carbone, ensuite le budget quand on redescend par individu, etc. Tous ces concepts sont directement issus des sciences du climat. Cette focalisation, donc je n'ai pas le temps de rentrer plus, et les scientifiques ont joué un rôle que j'ai, avec d'autres collègues, décrit à plusieurs reprises, en particulier dans le début des années 2000, comme un rôle aussi de mise à disposition en alliance un peu avec les ONG et les pays en développement pauvre de ces concepts, d'explication, de vulgarisation, si on peut dire, etc., de ces concepts. Et ils ont permis que, je dirais, le recul que les pays en développement, en particulier les plus pauvres, dont j'ai fait de longues interviews de tous les délégués dans les années 2002-2004, par exemple. On a fait avec des collègues dans les COP, c'est les premières COP où je suis allée, vraiment des interviews de tous ces gens qui
n'aimaient pas ce problème, considéraient que c'était un cauchemar qu'on leur avait construit pour empêcher leur développement. Donc les pays en développement pauvre se sont familiarisés, etc. Et le rôle des scientifiques dans le processus multilatéral a été important. Néanmoins, je crois qu'il faut souligner le fait que la diffusion des connaissances, leur appropriation ont été considérées trop longtemps comme les principaux gages de succès du développement, du passage à l'action politique. Et chaque fois, si vous voulez, qu'on a été confronté à la stagnation du processus politique, on a constamment invoqué le déficit de connaissances, les phénomènes de dissonance cognitive, le climato-scepticisme, etc. Et je crois qu'il faut se rendre compte, et on le sait très bien aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui, où on assiste non pas à un climato-scepticisme affiché, mais à un climato-relativisme qui est en train de se développer, dont on a malheureusement vu les effets lors des dernières élections européennes, et c'est vrai dans toute l'Europe, eh bien, je crois que ces défaillances de passage à l'action ou d'acceptation du problème ne sont pas toujours liées au problème d'assimilation de la connaissance. Parce que ce n'est pas simplement ça. Et du coup, on a insuffisamment, je crois, discuté des politiques climatiques acceptables, souhaitables, voulues, possibles, tout simplement possible pour les divers pays. Et donc, on a complètement, trop longtemps, switché vers la question de la science et de la connaissance plutôt que des politiques. Et ça, c'est constant. Néanmoins, évidemment, entre 1994 et 2010, le problème a évolué. Je ne rentre pas dans les détails parce que, évidemment, mon temps est tout à fait compté. Je crois que il y a eu différents changements qu'on a pu décrire, une certaine diffusion du problème, une prise en compte générale par ce que je disais tout à l'heure, les pays en développement, en particulier les pauvres, etc. Et la montée des enjeux de l'adaptation qui étaient absolument absents au début du processus, en particulier dans le processus, dans l'étape Kyoto du protocole de la négociation. Mais, évidemment, plusieurs illusions, et ça c'est très présent dans le livre que j'ai écrit avec Stéphane Aïkout, et qui est Gouverner le climat, plusieurs illusions ont caractérisé cette gouvernance. La première a été de considérer le changement climatique comme un problème environnemental. C'est un paradoxe, étant donné que ce que je vous ai dit sur la montée de l'économie dans l'ensemble de l'économisme au cours de ces 20 dernières années, de ces 20 années-là, 90-2000. Mais on a le problème climatique, lui, était principalement environnemental, à l'instar de bien d'autres, pluies acides, pollutions diverses, etc. Modèle du protocole de Montréal avec l'histoire du trou d'ozone. Et on s'est focalisé sur des solutions que nous avons appelées en fin de tuyau, avec beaucoup d'autres commentateurs du processus, c'est-à-dire des objectifs de réduction à plus ou moins long terme, plutôt long que proche d'ailleurs à cette époque, c'est-à-dire plutôt 2100-2050 que plus tôt, et des pics et des trajectoires plus ou moins abstraits, des marchés de carbone censés résoudre le problème en l'invisibilisant, sans en parler directement, sans viser directement notre dépendance aux énergies fossiles à travers les infrastructures matérielles, l'extraction des énergies, la transformation des modes de production, de consommation, voire de mode de vie, ce qui, effectivement, à ce moment-là, était complètement en dehors du picture, je dirais. Deuxième volonté, ça ira très vite aussi, c'est d'ignorer les facteurs géopolitiques dans le processus des négociations et de penser qu'on est tous sur le même bateau. Ça, c'était le mot d'ordre général. On est tous sur le même bateau, tous ensemble pour sauver la planète. Mais non, on n'est pas tous ensemble pour sauver la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, à la fin, dans la dernière partie de mon exposé, j'insisterai sur l'offensive des pays fossiles auxquels nous sommes confrontés, que ce soit la Russie, évidemment là, offensive carrément guerrière du premier pays
en ce moment producteurs et exportateurs d'hydrocarbures et qui financent leur économie de guerre, évidemment, mais aussi une offensive d'autres pays, comme les pays du Moyen-Orient, comme des pays fabricants, qui vivent des hydrocarbures, qui en ont beaucoup, qui veulent gagner du temps, etc. Donc, je crois que tout ça, on n'en a jamais... c'est tabou. Or, on sait très bien, et c'est vrai aussi dans les séances de ratification des rapports du GIEC, j'ai assisté à plusieurs, en tant qu'observateur, chercheur observateur, à des séances de ratification des rapports du GIEC, au Japon, etc., le 5e rapport. Bon, et il y a eu toujours quand même un travail d'obstruction systématique de la Russie, de l'Arabie Saoudite, et ça a été vrai là, jusqu'à décembre dernier, quand il y a eu la discussion pour le prochain cycle d'évaluation qui est en ce moment discuté, mais qui doit être approuvé mot à mot par tous les pays. Donc on est encore là-dedans, il faut le savoir. Et d'autre part, évidemment, comment ne pas se rendre compte que des pays vont être extrêmement pénalisés alors qu'ils n'en sont pas responsables. Les petites îles, des pays comme le Bangladesh qui vont être qui sont soumis à des inondations énormes, etc. Donc il y a énormément de problèmes là. Troisième illusion, et là j'en parle parce que vraiment on en parle beaucoup en ce moment dans le débat, y compris français, c'est de pouvoir mener cette grande transformation de décarbonation, parce que c'est une transformation de décarbonation vers des modes de vie soutenables en catimini, sans parler de tout ce que ça implique. C'est-à-dire, en l'invisibilisant complètement. Or, il est clair que c'est une bataille, je crois, titanesque, on en a pris quand même la mesure au cours des années, et qui nécessite une adhésion des peuples, un débat public, un contrat écologique et social à discuter parce que c'est pas spontanément accepté. Et aujourd'hui, on voit bien des forces politiques populistes qui ont travaillé des couches populaires et sociales pour les agriculteurs, d'autres, etc., pour leur désigner la transition entre guillemets, comme la responsable du problème, et quelque chose que vraiment on impose comme d'autres. Donc ces trois illusions majeures ont alimenté ce que nous avons appelé schisme de réalité. Et aujourd'hui, on n'est pas simplement dans schisme de réalité, mais pratiquement, je dirais, et j'utilise ce mot qui est un peu, qui peut apparaître suspect, et je l'utilise avec des guillemets dans mes textes et avec un point d'interrogation, on est en train d'aller de ce schisme de réalité, donc évidemment qui a quand même évolué, parce que c'est quelque chose qui a alimenté le processus, je dirais, jusqu'à l'accord de Paris, un peu au-delà, parce que, parlons de l'accord de Paris, dont on s'est plus ou moins tous réjouis quand même, mais le mot d'énergie fossile n'était toujours pas présent dans les textes. Vous savez qu'il est apparu seulement l'année dernière, dans le texte de la COP de Dubaï. Il a fallu 28 ans pour que l'éloignement des énergies fossiles apparaisse dans les textes de la gouvernance internationale. Donc ça, c'est hallucinant quand on y pense. Absolument hallucinant. Et donc, et là, on a eu une gouvernance incantatoire qui s'est installée, inaugurant un nouveau cycle de promesses avec des objectifs très ambitieux à long terme, un seuil dangereux des 2 degrés qui a même été rabaissé à 1,5 degré, et vous savez qu'il y a eu une grande polémique au sein même des scientifiques sur la faisabilité des 1,5 degré, puisqu'au fur et à mesure des années qui passent, y compris depuis l'accord de Paris, on est là 9 ans après l'accord de Paris, en France nous avons baissé de 5% cette année et nous nous en réjouissons, mais à l'échelle mondiale on n'a pas baissé, on continue à augmenter, on a continué à augmenter. Donc au fur et à mesure des années, alors que déjà au moment de l'accord de Paris, fin 2015, je me souviens très bien du choc que ça a été dans la communauté des climatologues et des scientifiques, de parler de ce 1,5 degré, étant donné que déjà il y avait eu une polémique entre scientifiques sur est-ce que 2 degrés est atteignable et sous quelles conditions. Et là, brusquement, les pays en développement pauvre ont dit
on ne signe pas s'il n'y a pas 1,5 degré. Et c'était, par exemple, le leader Salim Haq, que j'ai très bien connu, et j'avais envoyé des étudiants travailler au Bangladesh avec eux, qui ont fait leur thèse sur les conditions de ce pays, etc. Je comprends son enjeu politique, qui était de dire, nous, de toute façon, à 1,5 degré, et 1,5, on a déjà des désastres et des montées des eaux insupportables. Donc, on ne signera pas si on n'essaye pas. Donc, finalement, tout le monde a accepté de mettre ça sous condition de possible, si possible, 1,5, etc. Mais les années ont passé de 2015 jusqu'à 2022, par exemple, quand il y a eu 2021, la reprise après le Covid de la COP de Glasgow, où les choses avaient augmenté, mais on continuait à parler si possible. Alors que il était clair, et ça avait été dit dans le rapport du GIEC de 1,5 degré, chaque demi-degré compte, mais voilà, il faut passer à l'action maintenant. Bon, alors, tout ça, étant donné que les freins, les obstructions, etc., ne sont jamais abordés frontalement dans les négociations pour ne pas fâcher, parce qu'on est dans une gouvernance qui se veut bienveillante, inclusive, etc. Voilà, donc on n'affronte pas les vrais problèmes. Bon. Et alors donc, quand je dis schisme de la décarbonation, ça veut dire que, par exemple, à la COP de Glasgow, de reprise après le Covid, Boris Johnson, etc., a lancé un grand appel en disant maintenant c'est les majors et les grandes entreprises qui vont décarboner, elles sont beaucoup plus riches que les États, donc les majors fossiles d'une part, mais aussi celles des nouvelles technologies, Google, Apple, etc. Bon, tous ces gens vont payer et ça va y aller, et c'était l'euphorie. Chacun a donné des dates de sortie des fossiles, donc 2050 pour l'Europe, 2060 pour la Chine, et même l'Inde, qui était très réticente, a dit 2070. Mais bon, dans le processus international, rien n'est vérifié. Rien. Depuis l'accord de Paris, on sait que la principale disposition qui a été actée dans l'accord, qu'on appelle MRV, Monitoring, Reporting and Verifying, les émissions des pays, donc qui permettent de suivre ce que font les pays, c'est un dispositif qui ne fonctionne pas. Les pays, en particulier les grandes puissances émettrices comme la Chine par exemple, ne veulent pas qu'on mette le pied chez eux, et c'est très difficile de surveiller de façon uniquement par satellite, etc. Et on ne peut pas arguer de ce qu'on constate, puisque chaque chose s'appuie sur la bonne volonté des pays, ce qu'elle déclare. Donc on ne sait pas. L'année 2060 pour la Chine, on ne sait pas. Même si aujourd'hui on sait très bien que, par exemple, la transition est devenue un objet de concurrence géopolitique énorme, et que la Chine s'est positionnée de façon majeure dans ces marchés du futur, de la transition, avec les renouvelables d'une part, les investissements dans toutes les matières rares, les métaux rares, etc., qui sont indispensables pour la voiture électrique et les panneaux photovoltaïques, etc., et qu'elle est la seule aujourd'hui puissance qui a investi dans tous les maillons de la filière. Bon, tout ça, donc si vous voulez, je pense que cette thèse que nous avons développée sur le schisme de réalité, elle est un peu renforcée aussi par la thèse de Fressos dans son ouvrage qui fait parler beaucoup de lui, qui s'appelle « Sans transition », où il constate cette absence, si vous voulez, je dirais moi, d'entrer dans le cambouis de la décarbonation. C'est-à-dire comment on décarbone aussi, pas seulement en mots et des courbes, etc., mais les processus technologiques et industriels de fabrication des objets qui sont ceux de notre quotidien à l'échelle mondiale. Les bagnoles, le bâtiment, le ciment, les avions et tout ça. Donc, donc voilà, je crois que évidemment, j'objecte beaucoup à Fressos, qui a fait ce fameux livre Sans transition, mais qui est incontournable pour identifier les problèmes techniques et matériels concrets de ce qu'est la transformation de décarbonation.
Alors après, lui, il ne se pose pas les problèmes politiques de dire, mais alors comment on fait et comment quelque chose qui n'a jamais eu lieu peut quand même avoir lieu, parce qu'il faut que ça ait lieu aujourd'hui, et qu'il faut un volontarisme politique énorme qui identifie bien des questions précises pour surmonter ce problème. Et évidemment, ce n'est pas l'objet de son livre, et on lui envoie tous les petits colibés possibles. Bon, là, je vois que j'ai pris pas mal de temps, donc je ne vais pas me lancer trop dans ce tour géopolitique que finalement vous connaissez aussi bien que moi. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce que j'ai abordé tout à l'heure en disant où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est. Quand je disais les pays du Moyen-Orient, par exemple, moi je suis... je pourrais parler des États-Unis il est clair, il faut quand même se rendre compte que les années Reagan, l'idéologie du libre marché, le néolibéralisme, d'une certaine façon, c'est derrière nous. C'est derrière nous aujourd'hui. Parce que Trump a déclenché le tournant avec son cri « America First », et d'une certaine façon, Biden le continue et l'appuie de ce point de vue-là. Et ces trois lois que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, c'est-à-dire dont la plus importante pour ce qui nous concerne, c'est le Inflation Reduction Act, eh bien c'est un vrai tournant vers des politiques entre guillemets renouvelables, d'énergie alternative, etc. Mais aux États-Unis, ce tournant, il se fait en gardant les énergies fossiles bon marché et abondantes. Et d'une certaine façon, dans la situation géopolitique internationale que vous pouvez connaître, eh ben, on les comprend un peu. C'est-à-dire, bon, d'un côté, ils ne veulent pas être dans la main de la Russie, des pays du Moyen-Orient, des pays de l'Asie centrale, qui sont les réserves et donc ils gardent eux aussi leur gaz de schiste, en plus leur gaz de schiste et leurs hydrocarbures, ils sortent du charbon, ça c'est vrai, mais ils gardent tout le reste, le gaz principalement. Et puis il faut voir aussi que les pays du Moyen-Orient aujourd'hui, qui sont parmi les pays, je dirais, les plus riches de la planète par habitant, etc. Ils ont les PIB les plus importants. L'autre jour, je suis allé intervenir à la demande d'ailleurs du Grand Continent dans une table ronde à l'UNESCO, et je ne sais pas pour dire, mais le futur était représenté par une personne, en l'occurrence voilée, de la fondation de Dubaï pour le futur, qui nous parlait des grands travaux de prospective de ce pays, pour le monde entier. Pour le monde entier. Bon, c'est quand même un petit peu, outré de penser que nous allons confier ces travaux de prospective et cette vision du futur et en particulier quand on est attaché comme moi aux questions du climat, etc., de penser que d'une certaine façon, on sait très bien que la façon dont ces pays conçoivent la réelle allocation de leurs rentes fossiles va écrire en grande partie l'avenir de la transformation climatique à l'échelle mondiale, parce qu'ils sont aujourd'hui, d'une certaine façon, ils représentent 30% de la production pétrolière mondiale. Voilà. Et donc, par exemple, à la dernière conférence de mars 24 aux États-Unis, la semaine CERIC, de la production des grands majors fossiles à Houston, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une conjonction entre le PDG de Aramco, dont le nom m'échappe là, excusez-moi, je dois le retrouver dans mes trucs, mais comment il s'appelle déjà ? Amin Nasser, PDG de Aramco, donc qui est le géant d'Arabie Saoudite des hydrocarbures, et puis celui de ExxonMobil, Darren Woods, qui ont déclaré la transition énergétique est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de fossiles et nous allons continuer pendant au moins 30 ans. Or, d'après le GIEC, et auquel là vraiment j'adhère à leurs travaux, bien sûr, eh bien nous savons que 30 ans au rythme actuel, c'est vraiment c'est extrêmement dangereux, c'est un péril climatique majeur. Donc voilà. Donc peut-être que je ne sais pas si c'est mon heure, je veux pas. Mais alors évidemment,
quelles pouvaient être nos béquilles dans ce monde très dangereux, et je finirai par 3 mots, nos béquilles jusqu'à la semaine dernière, enfin je dirais, les élections européennes, pas seulement en France mais ailleurs. Malgré tout, l'Europe a été la bonne élève de ce processus. Elle a essayé, elle est dans la rivalité stratégique Chine-États-Unis, elle représentait quand même un pays qui a, je dirais, une protection sociale digne de ce nom. C'est important quand même quand on appréhende les pays. Des fonctionnements démocratiques dans l'ensemble, hein, je regarde ça globalement, à peu près, qui sont les plus convenables à l'échelle mondiale, etc. Et donc, pour nous, et qui est engagé quand même depuis longtemps et de manière assez crédible dans le climat. Elle paraît toujours pour moi le seul espoir. Mais malheureusement, on voit bien que cet espoir, cette béquille, elle est complètement fragile, vulnérable, à la croisée des chemins, je dirais, et qu'elle doit comment se muer en une farce géopolitique. C'est une question, on aura l'occasion de discuter. Merci. Merci infiniment, Ami Dahan. Vous avez parfaitement respecté le temps qu'on s'était donc réservé pour votre exposé. C'est un plaidoyer vibrant et en même temps un peu consternant sur la situation actuelle. Alors je vais tout de suite, puisqu'on les questions, je pense qu'on les posera après les deux interventions. Nous allons tout de suite donner la parole à Mathias Girel et ensuite on passera à des questions qui vaudront pour les deux exposés. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Je crois que la première fois que j'avais eu le plaisir et l'honneur de parler ici pour l'UR, c'était en 2014, au gros colloque sur le progrès, qui avait été publié ensuite dans Raison Présente. Et alors aujourd'hui, donc je n'interviens pas en tant que chercheur, je mène par ailleurs une recherche en philosophie et histoire des sciences, mais donc à la demande de Michel et de tout le comité d'organisation, j'interviens pour vous donner un peu un témoignage sur 2 et surtout un rapport du comité d'éthique du CNRS, dont je fais partie. Je dis surtout un parce que, pour ne pas déborder, puis pour laisser de la place, et on a démarré tout à fait à l'heure, mais pour laisser de la place aux questions, je vais surtout insister sur le premier, sur la question de l'engagement public des chercheurs et des chercheuses, parce que vous verrez que la dimension climatique et environnementale fait déjà partie du périmètre de ce rapport. Et à dernier titre de précaution, donc même si c'est très clair, moi je ne suis que membre du comité d'éthique, j'ai fait partie d'un des groupes de travail, mais évidemment, enfin, la parole officielle est celle de la présidente de ce comité, Christine Noiville. Et dernière chose, je voudrais donc associer, pour ce qu'il y aura de vrai dans ce que je vais présenter, mon collègue et ami Éric Guillardi, qui avait déjà produit quelques visuels pour cette présentation. On travaille ensemble, on essaye de présenter ces rapports dans différents endroits, donc voilà, je voudrais l'associer. L'exposé sera mien, et les bêtises, s'il y en a, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je voulais le remercier à cette occasion. Alors, de fait, pour ce rapport qui a été rendu il y a maintenant 1 an à peu près, on avait été un peu convoqué, interpellé par un certain nombre de questions dans le débat public, des questions qui pouvaient venir parfois de la communauté de recherche, qui se posait des questions de distinction entre le scientifique et l'expert. On sait que ce sont 2 manières différentes d'intervenir dans des arènes différentes. La question du citoyen en rapport aux 2 premières catégories. Quand est-ce qu'on parle en tant que citoyen, quand est-ce qu'on parle en tant qu'expert, quand est-ce qu'on parle en tant que scientifique, voire de militant. Il y avait un contexte derrière cette première question qui est que on ne choisit pas toujours de l'étiquette qu'on va nous apposer. Et ce qu'on a bien vu dans le débat climatique et parfois dans des controverses un petit peu montées en épingle, c'est que je pense à des chercheuses en particulier qui rendent compte de la science tout à fait standard, acceptée par l'immense partie de la majorité, peuvent se faire taxer de militantisme pour rappeler, simplement pour avoir rappelé les évidences ou les bases
de la science climatique ou des résultats actuels. Ce que je veux dire par là, c'est que notre intérêt pour cette réflexion sur l'engagement était lié au fait qu'il y avait des collègues qui se posaient la question de savoir s'ils pouvaient, à bon droit, tout en restant chercheuses et chercheurs, s'engager dans des débats publics, mais on était aussi intéressé par le fait qu'on ne choisit pas toujours de son engagement, du moment à partir duquel on va apparaître comme engagé, sauf à rester totalement silencieux, même quand des choses absolument fausses sur nos disciplines scientifiques sont dites dans l'espace public. Derrière se posaient aussi des questions de notions, de neutralité. On parle souvent de neutralité ou de neutralité axiologique, donc du point de vue des valeurs pour ce qui serait de la recherche scientifique. La question de la confiance que le public accorde ou non à la science, la question de la crédibilité des chercheuses et des chercheurs. Se posaient aussi des interrogations de nos collègues. À partir de quand je risque de me faire instrumentaliser dans des débats publics, à partir du moment où je me suis engagé dans un débat public. Et s'engager, ça peut être parler sur une antenne de radio, intervenir auprès d'une association, il y a différentes formes et modalités de l'engagement. Se poser la question des intérêts, quel intérêt doit me dicter quand je m'engage. Et puis, enfin, d'où parler, c'est-à-dire comment présenter son engagement, si on est chercheuse ou chercheur ou chercheuse, et quelle éthique, quels principes doivent nous régler si on intervient dans des débats publics. Et donc ces questions un petit peu foisonnantes, elles nous revenaient à la fois des collègues, des communautés de recherche, et puis d'autres secteurs de la société, ce qui est une des raisons pour lesquelles on s'est engagé dans cette réflexion commune qui a duré une année. On a écouté pas mal de gens. Et en particulier avec une attention aux situations où se posaient des conflits de valeurs et qui amenaient des questions éthiques chez les collègues. Alors, dans le cadre des sciences du climat, on a plusieurs climatologues dans notre assemblée, mais les questions que se posaient les collègues, simplement pour que ce soit plus concret, ce que je suis en train de vous présenter, qu'est-ce qui se passe quand je dois, par exemple, signer une tribune ou un éditorial? Est-ce que je sors de mon rôle de scientifique, si je suis chercheur dans une des multiples sciences du climat? Si je rentre dans une logique ou d'association à des services climatiques, comment est-ce que ça se passe? Ça peut être des questions éthiques qui ont été instruites dans le colloque aussi de 2014, ici même organisé par le COMET sur la science à grande échelle, et où il était déjà question de l'ingénierie, où Amidan était intervenu d'ailleurs dans un des autres modules. Là, se pose la question de savoir s'il faut faire de la recherche dans ce domaine. Est-ce qu'on risque pas d'alimenter une machine qu'on n'arrive déjà plus à contrôler, ou est-ce qu'on peut critiquer, est-ce qu'on peut prendre parole dans le débat public pour critiquer, disons, ces recherches. Se poser aussi la question donc toujours pour les questions éthiques qui peuvent se poser, qui ne sont pas limitées à la question de l'engagement, mais on a aussi produit un rapport là-dessus, sur la question du rapport au financement privé, et greenwashing, c'est la manière, disons, de s'acheter une respectabilité environnementale en finançant des choses. Vous verrez, si vous allez sur le site du COMET, qu'on a produit un rapport sur ce qu'on appelle les campagnes d'opportunité, c'est-à-dire, notamment autour du Ponant, c'est quand quelqu'un, par exemple, arme un navire brise-glace dans l'océan Arctique, qui produit énormément de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, et puis on réserve une place pour 4 ou 5 scientifiques à bord en disant, vous voyez, on fait avancer la recherche. On ne fait pas que polluer, on fait avancer de la recherche. Ça, ce sont des questions éthiques qui se posent actuellement dans les discussions climatiques, mais on a eu vraiment des exemples très intéressants dans l'exposé précédent, donc je ne vais pas y revenir, mais il y a la question de ce qu'il faut faire par rapport à d'éventuels points de bascule, aux limites planétaires, quelle deadline, quelle limite, quel point limite on se donne dans le futur, et aussi quelle attitude, ça j'ai assisté à beaucoup de colloques depuis le début des années 2010, l'attitude face aux émotions, c'est-à-dire est-ce qu'il faut chercher à les exacerber face à certaines menaces climatiques, est-ce qu'il faut les laisser à côté. Alors, toutes ces questions, vous l'avez vu, ne sont pas des digressions, c'est-à-dire toutes ne traitent pas de la question de l'engagement, mais c'était pour vous donner une idée du fait que nos collègues chercheuses et chercheurs en sciences du climat, ils mènent leur science, mais ils se retrouvent très souvent télescopés au milieu de nombreux débats éthiques
auxquels ils doivent répondre, par rapport auxquels ils doivent prendre position. Et l'engagement dans des débats publics fait partie de ces problèmes qui se posent. Peut-être que je n'ai pas besoin de rappeler ici ces notions, mais je voulais quand même les évoquer très brièvement, puisque j'ai parlé du comité d'éthique du CNRS, mais vous allez voir, ça va revenir. Il y a des questions qui sont souvent télescopées. Alors, elles ont une intersection non nulle, mais elles correspondent quand même à des questions différentes. Quand on parle d'éthique, et tous les exemples que je viens de mentionner suscitaient ou posaient des questions d'éthique, on est plutôt dans un domaine qui concerne les valeurs qui motivent nos actions et leurs conséquences. On se demande ce que ça va changer, quelles conséquences morales ça entraîne si je me lance dans telle recherche, si je prends telle ou telle position. Et souvent, le fait de se poser la question est déjà une étape très importante là-dedans. L'intégrité scientifique, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, puisqu'elle s'est structurée, notamment après le rapport Corvol en France, et puis la mise en place d'un certain nombre d'organismes. Et je suis moi-même référent intégrité scientifique pour cet établissement scientifique. Elle correspond davantage à un ensemble de règles et de valeurs qui gouvernent l'activité scientifique. Je pense que vous avez toutes et tous entendu parler, disons, des 3 crimes majeurs en matière d'intégrité scientifique, FFP, la fraude, la fabrication, le plagiat. Et bon, on essaye là de donner un certain nombre de cadres pour simplement encadrer la confiance que les scientifiques doivent pouvoir se faire les uns aux autres. S'il n'y a pas d'intégrité scientifique, on ne sait pas exactement quoi faire des autres travaux. Donc, qui sont des questions liées mais différentes. Et enfin, la question de la déontologie, puisqu'on est dans un pays où beaucoup de chercheurs et chercheuses relèvent encore de la sphère publique, et sont pas toujours, mais sont en partie des fonctionnaires. La question de la déontologie, elle, c'est celle des devoirs et des réglementations qui sont imposées à une profession, à une fonction. On parle parfois d'un devoir de réserve. Alors, je mentionne ces 3 types de questions parce que quand on va critiquer l'engagement, ou quand on va demander s'il pose une question, c'est déjà intéressant de savoir si on se situe dans le champ de l'éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on dit le chercheur mobilise des valeurs qui sont contraires à ce qu'il devrait faire en tant que chercheur, donc question éthique, qui n'est pas forcément ni une question d'intégrité, ni une question de déontologie. Parfois, ça peut être une question d'intégrité, c'est-à-dire est-ce que, jusqu'où on peut aller dans l'engagement sans menacer vraiment, disons, la solidité ou l'objectivité de son travail, et se pose la question de la déontologie, c'est-à-dire est-ce que la liberté de parole ou la liberté académique sont bridées, et peuvent être bridées par des devoirs déontologiques, voire par des lois, puisque pour ce qui concerne les droits et devoirs des fonctionnaires, qui encore une fois ne sont qu'une partie de la communauté de recherche, eh bien on a depuis la circulaire Leport en 84 ou 85, sur les obligations de neutralité, un cadre aussi qui peut régir notre activité. Donc c'était juste pour compliquer un peu la question. Quand on se pose des questions éthiques autour de son engagement possible, on peut avoir ces 3 volets qui nous viennent en tête. Sur le serment doctoral, je voulais juste reproduire, mais vous le connaissez, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant du fait, et ça relève du volet intégrité scientifique, que maintenant, à l'issue d'une soutenance de thèse, je ne sais pas si vous avez assisté à une soutenance de thèse dans les 2 ou 3 ans qui viennent de s'écouler, mais on doit prêter serment au nom d'un certain nombre de valeurs, notamment de rigueur intellectuelle, de réflexivité et de respect des principes de l'intégrité scientifique. Là aussi, c'est pour faire droit au fait que la société, la communauté de recherche se pose de plus en plus de questions sur ce qui peut aider et guider l'intégrité scientifique, et les esprits chagrins diront que ça intervient un petit peu tard, puisque quand on a fini une thèse, on a déjà 3, 4, 5 ans de recherche derrière soi, et il vaut mieux prendre les bonnes habitudes d'emblée. Donc ça, c'était pour distinguer donc, les niveaux de questions qu'on peut se poser. Alors, réfléchissant là-dessus, la position à laquelle nous sommes parvenus dans le groupe de travail, et qui est un groupe de travail divers, il peut y avoir différents points de vue qui s'expriment, Michel et d'autres le savent bien, on n'a pas toujours... Mais là, il y avait un relatif consensus là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec les normes attribuées à la recherche. C'est-à-dire qu'en tant que chercheuse, chercheur, on peut s'engager dans un débat public sans, a priori, rompre avec ce qui fait de nous un chercheur. On pensait aussi, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça doit être compris comme une liberté individuelle. Chacun, chacune doit être libre
de s'engager ou de ne pas s'engager. On pensait ici aussi aux pressions que le groupe peut exercer sur les uns et les autres. Et puis, troisième point, le fait qu'un engagement public sûr, évidemment, doit se faire dans le respect d'un certain nombre de devoirs. Et c'est pour ça que j'ai mentionné l'intégrité scientifique. Il ne s'agit évidemment pas de s'affranchir de ce qui fait la solidité d'une recherche. Et on s'est posé la question d'un point de vue individuel, voilà, qu'est-ce que je fais en tant qu'individu quand je me pose cette question, mais aussi du point de vue des institutions, puisqu'on est en situation de recommander, après tout le monde fait ce qu'il veut de nos recommandations, mais vis-à-vis de l'institution, notre position était que le rôle, en l'occurrence de l'organisme ici, était ni d'encourager ni de condamner, ça doit rester une liberté individuelle. La phase sur laquelle on travaille, c'est de voir si on peut co-construire un guide avec la communauté de recherche. Et puis, le rôle des institutions serait ici plutôt de protéger la liberté d'expression et d'organiser le débat scientifique. Voilà. Je ne veux pas donner trop de noms propres ou de questions particulières qui nous ont occupés, ne serait-ce que parce que le droit de la diffamation est très, très chatouilleux en France, donc si je mentionne des noms individuels... Mais bon, vous voyez que des questions se sont posées. Disons quand, par exemple, certains chercheurs s'expriment un petit peu en dehors de leur spécialité, est-ce que l'institution doit siffler la fin de la récréation ou doit engager des sanctions ou non? Ces questions ont pu se poser notamment au début de l'épidémie de Covid. Donc on avait un certain nombre de cas concrets autour de nous qui guidaient notre interrogation. Alors, sur ces points, j'essaie d'expliquer comment on est arrivé, disons, à ces messages principaux. On a estimé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec les normes attribuées à la recherche. Tout d'abord parce que on rencontre souvent dans le débat public une référence au sociologue allemand Max Weber, donc et aux conférences sur le savant et le politique, et on prête à Max Weber l'expression de neutralité axiologique, l'idée que tout chercheur devrait être neutre vis-à-vis des valeurs. Alors évidemment, quand on écrit un article, une démonstration mathématique ou une description, ou un article de physique, etc., il peut y avoir des valeurs proprement scientifiques, mais se pose assez peu la question, disons, des engagements politiques de l'auteur, mais dans une vie de recherche intégrale, c'est-à-dire où on va discuter de ces sujets de recherche, en proposer dans un laboratoire, où on va s'inscrire dans une vie plus large de la recherche. Ce qui nous a apparu, c'est qu'une recherche et un engagement public sans valeur n'existent pas, ni l'un ni l'autre, qu'il est naïf de penser qu'un chercheur puisse entièrement mettre de côté ses valeurs. Alors je pourrais prendre des noms illustres en France, mais même sans aller dans le XXe siècle, je suis au pavillon Pasteur au département de philosophie, donc on a récupéré les anciens laboratoires de Pasteur dans lesquels il testait ses vaccins. Pasteur, c'est à la fois un grand scientifique, et puis si on étudie la biographie de Pasteur, on voit qu'il avait un certain nombre de valeurs de combat, et que voilà, il ne les mettait pas entièrement de côté, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous semble qu'il faut prendre conscience aussi du fait que la science s'inscrit dans un contexte social, se nourrit de valeurs multiples. Là, on a des exemples de savoir comment la communauté de recherche doit se positionner par rapport à l'urgence climatique ou par rapport à c'est pas la seule à devoir se positionner, mais comment y répondre. Et donc, il nous semblait que plutôt que de cacher ces valeurs, il valait mieux les identifier et les expliciter, tout en respectant donc l'exigence d'intégrité et de rigueur qui est à la base de la démarche scientifique. Sans ça, il n'y a pas de confiance, on ne peut pas se servir des articles des uns et des autres. Et ça, sur nos amis juristes qui sont présents dans le comité d'éthique, ont fait remarquer que donc, tout ce qui cadre la neutralité du fonctionnaire, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire liée à un certain nombre de tâches qui peuvent nous occuper quand on recrute, quand on évalue. Là, effectivement, il faut traquer les conflits d'intérêts, etc., tout ce qui est de cet ordre, mais que c'est en aucun cas une limitation à la liberté d'expression, en particulier pour les chercheurs, dans la plupart des organismes ou des universitaires, où il y a un cadre qui protège quand même la liberté académique. C'est important parce que ce type de rappel à l'ordre peut revenir assez souvent. On ne peut pas intimer à, disons, un chercheur ou une chercheuse de se taire ou de ne rien dire au motif de la neutralité du fonctionnaire, encore une fois, quand il relève de ce statut. De fait, et ici aussi, je pense je ne veux pas parler au nom d'un groupe, mais
j'ai été sensible aussi au fait que cette communauté présente ici de l'UR partage un certain nombre de valeurs rationalistes et puis peut-être aussi au-delà. Je pense qu'il est utile d'avoir une position nuancée par rapport à ce rapport entre science et politique. Bien sûr, il y a une séparation entre l'expertise et la décision publique, et cette séparation a des justifications et des vertus. Les experts scientifiques ne doivent pas décider à la place des politiques, et inversement, les politiques, on va leur demander d'éviter de trancher sur des questions scientifiques, tout en ayant conscience, si cette séparation est actée, que la frontière est quand même souvent poreuse, elle est peu étanche. Tout ça parce que déjà la production de savoir intéresse la cité, elle est politique. C'est une vraie question de savoir quel savoir on veut développer. Je vais peu parler ou pas parler de l'autre rapport, mais se posent des questions, par exemple dans des laboratoires d'astrophysique, des questions environnementales, c'est-à-dire est-ce qu'on va installer un nouveau radiotélescope à tel endroit dont le coût carbone est très important ou pas, et il y a des discussions très vives dans les labos avec les jeunes, les plus anciens, ce qui montre que la question même de production d'un savoir, puisque ce nouveau radiotélescope permet de produire des observations des nouveaux savoirs, pose des questions éthiques et politiques. Et également, il faut avoir conscience du fait que l'autonomie du politique n'est pas remise en cause quand un chercheur appelle les pouvoirs publics à prendre telle ou telle décision. Si je m'appuie sur les résultats de ma science pour estimer qu'elle n'a pas été prise en compte du tout dans la délibération politique, notre sentiment était que nous ne sortions pas du tout du cadre qui est celui de la recherche. Pour ce qui était de la question des normes déontologiques, évidemment, en tant que chercheuse-chercheur, on est tenu par le cadre commun, diffamation, etc. Enfin ça, évidemment, personne ne pourra le cautionner si on sort du droit commun, et ce qui est propre à la liberté d'expression. Le parcours de la jurisprudence qu'on a effectué montre que, en pratique, cette liberté, elle est peu restreinte par les règles juridiques et déontologiques en vigueur. C'est posé un autre cas qui était de savoir si on devait prendre position par rapport à la question de la désobéissance civile. Je pense à, disons, certains mouvements de rébellion, notamment. Notre position a été que ce n'était pas notre rôle, dans la mesure où quand on s'engage dans une attitude de désobéissance civile, en général, on s'expose à la loi pour essayer de la faire changer. Donc il y a une juridiction qui va s'intéresser à ce qui s'est passé, telle manifestation, tel blocage, etc. Donc c'est une affaire judiciaire. Évidemment, l'employeur peut tenir compte d'une condamnation pénale ou ne pas en tenir compte, mais c'est une question, d'organisation ou réglementaire qui concerne l'organisme et lui seul. Mais on a estimé qu'on n'avait pas, a priori ou ex ante, à prendre position sur ces questions-là. Et puisque là, je rends compte d'une réflexion collective, donc je vais rajouter juste un mot qui me concerne moi seul, donc ni en tant que chercheur, ni en tant que membre du COMET, mais en tant que citoyen, j'ai toujours été, je parle en tant que moi-même ici, j'ai toujours été sensible au fait que ce qui va constituer une désobéissance civile n'est pas gravé dans le marbre. Et sans dramatiser sur la période dans laquelle nous nous trouvons, on peut vite se retrouver du mauvais côté de la désobéissance civile. Donc, il me semblait qu'il était imprudent de prendre une position trop tranchée sur cette question. Voilà, c'était que mon opinion. Et je referme, cette phase personnelle ici. Donc si c'est une liberté et qu'on ne peut pas cadrer ou interdire au nom de la loi, au nom de la réglementation sur la déontologie, il nous semblait que ça devait rester un choix personnel. Il n'y a pas d'obligation professionnelle de s'engager. Ce ne sera pas sur la fiche de poste quand on sera recruté ou quand on est recruté. Il n'y a pas forcément non plus l'obligation de rechercher le soutien d'un collectif, même si la science est une démarche collective, tout ce travail de la preuve et de vérification de la preuve est un travail distribué et collectif, mais il y a quand même des situations où des personnes sont en situation de lancer une alerte, par exemple, ou de dénoncer des travers d'une mauvaise organisation de la recherche, ou de ce type de choses, et où là, évidemment, ce collectif ne soutiendra pas forcément, ce lancer d'alerte. Donc il nous semblait, dangereux de dire qu'il fallait toujours rechercher le soutien de ce collectif, ou que c'était une condition nécessaire.
Mais, évidemment, il n'y a que des avantages à rechercher une assise collective pour l'engagement, ne serait-ce que pour ne pas être tout seul, voilà, dans un média, par exemple, le fait de pouvoir échanger avec des pairs, de pouvoir s'assurer de la portée d'un message, c'est-à-dire de pouvoir tester si ce qu'on dit reflète bien, disons, le consensus d'une discipline. Ça a l'avantage aussi de limiter l'exposition individuelle. Là, je peux dire des noms, puisque c'est notre collègue excellente géographe Magali Regueza, qui s'occupe notamment de beaucoup de choses à l'intersection de la géographie et du climat, et aussi d'un certain nombre de choses comme les crues, etc., les réponses aux crues, en particulier aux crues soudaines, qui est présente sur les réseaux sociaux, et c'est très souvent... se contente de rappeler simplement ce qu'on sait dans son domaine, eh bien, se fait souvent prendre à partie sur les réseaux sociaux, se fait taxer de militantisme, alors qu'elle tient un propos tout à fait solide, sérieux, et me semble-t-il à peu près neutre. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, si on fait partie d'un collectif, on peut limiter, sinon l'exposition individuelle, au moins les effets délétères de l'exposition individuelle ou du ciblage dans tel ou tel réseau social. Il y a aussi moins de risques de mettre en jeu sa réputation, ça peut être un effet. Et puis, alors là, Éric Guillardy vous en parlerait sans doute pas mal. Il y a aussi le savoir sur quelles organisations on peut s'appuyer. Lui, il est sensible à ce qu'il appelle les organisations aux frontières, en matière de climat. Dans le domaine de la santé, il peut y avoir les ARS, les autorités régionales de santé. Moi, je pense plus généralement à tout ce qu'on a appelé et qu'on dévalorise beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle les corps intermédiaires, auxquels on n'accorde plus beaucoup de pouvoir comme arène délibérative aujourd'hui, mais qui permettent de porter une parole, de tester si elle est partagée, parfois de l'associer à des travaux d'expertise et de recherche, parce qu'on aura des spécialistes de telle ou telle question. Ça peut jouer un rôle, mais le collectif ne doit pas, ou ne peut pas conditionner ou entraver la démarche individuelle. Bien sûr, donc le troisième point, c'est que l'engagement doit se faire dans le respect de devoirs. Prendre conscience, donc non seulement évidemment il faut respecter les normes objectives d'écriture scientifique, mais aussi prendre conscience de la responsabilité qu'emporte le choix de s'engager. C'est très concret, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus les médias en général. Vous avez des médias qui restent provisoirement dans la sphère de la puissance publique. Il y en a d'autres qui font une activité tout à fait différente. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes chercheur ou chercheuse, je ne vais pas dire de nom, mais est-ce que vous allez accepter aussi facilement d'aller sur telle ou telle chaîne qui fait de l'information en continu et qui cherche à polariser les Français aussi facilement que, je ne sais pas, sur France Culture, France Info, ou que sais-je, ou Arte C'est une vraie question. C'est-à-dire, la question, on doit réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce que je fais quand je vais dans telle ou telle arène ? Et qu'est-ce que je fais de ma responsabilité quand je porte la parole de ma discipline dans ce cadre-là ? Disons, pour ne pas mouiller que les collègues, moi il se trouve que je travaille beaucoup sur des questions de désinformation notamment, complotisme, etc. Et il m'est arrivé très fréquemment, alors je ne suis plus invité maintenant, puis il est plus diffusé en France, mais de refuser de manière répétée les invitations d'une chaîne émettant de télé, émettant en France, mais étant sous le contrôle d'une puissance étrangère située à l'est de la Pologne. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est une question concrète. Après, quand on est invité, on se dit, je n'avais pas spécialement envie d'y aller, mais au nom de quoi on refuse ? Et surtout, qu'est-ce qu'on mettrait en jeu à accepter ce type d'invitation ? Ça, ce sont des questions très concrètes qui se posent sans arrêt en ce moment. Évidemment, les risques pour la réputation académique, l'image de l'institution, de la recherche. Et donc, ce qui nous semblait, c'était qu'il fallait, dans ce cas-là, si on rentrait dans cette arène publique, essayer de respecter un certain nombre de conditions minimales. Alors, elles n'ont rien de révolutionnaire, mais on essaye de voir, en dialoguant avec des collègues, si on peut les codifier un petit peu. Évidemment, de préciser d'où l'on parle, c'est-à-dire réfléchir à la manière de se présenter sans induire son auditoire en erreur. On est en général spécialiste d'une chose et pas de telle ou telle autre. Et donc, il faut s'assurer qu'on intervient, qu'on est bien présenté à ce titre-là. Déclarer ses liens d'intérêt si on en a. Alors, ils ne sont pas toujours financiers, on le sait bien dans la recherche publique, mais l'appartenance à tel ou tel mouvement, ou parti politique, ou communauté doit être rappelée.
expliciter les valeurs qui sous-tendent son engagement. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui dévalorise ce qui va être dit, mais simplement, si on intervient, dire, voilà, moi je suis spécialiste de cette discipline-là, mais je viens parler aujourd'hui devant vous parce que je suis très préoccupé de telle chose, ou parce que j'ai participé à cette entreprise commune, etc. Enfin, c'est des choses qui rendent lisible l'engagement et qui, sans doute, ne contribuent pas à nourrir, disons, une méfiance envers la science et l'objectivité du message qui est défendu, et donc tout ce qu'on peut pour mettre son discours en perspective. Évidemment, il faut garder comme boussole de produire et de présenter des connaissances robustes, respecter ses devoirs d'intégrité scientifique, et peut-être, mais là c'est plus l'expression d'un espoir que d'une réalité, s'engager, donc sans être vu comme militant ou activiste. Et donc, comme vous le voyez, donc ce rapport, cet avis ne vise pas à brider l'engagement des chercheurs, et il nous semble au contraire que la rigueur dont on peut faire preuve dans sa recherche ou son expertise, c'est pas du tout ce qui empêche d'être assez catégorique dans l'expression de thèse, et c'est justement parce qu'on sera rigoureux qu'on pourrait être d'autant plus assuré que ce qu'on affirme, se pose des questions à la frontière, c'est-à-dire est-ce que je peux rentrer dans un débat public avant qu'il y ait des preuves scientifiques complètes, c'est-à-dire avant que la chose puisse être codifiée sous forme d'un manuel, par exemple, ou puisse être enseignée aux étudiants de première année. Ça se pose sans arrêt, hein. La question s'est posée au début du Covid, qui pouvait parler ? Est-ce que c'était uniquement les gens qui avaient travaillé sur les coronavirus depuis le SRAS, etc. Est-ce que c'était n'importe quel virologue ? Est-ce que c'était... On a vu beaucoup d'économistes qui, parce qu'ils maîtrisaient les statistiques, devenaient d'un seul coup spécialistes de l'épidémiologie. Donc bon, alors on peut dire que dans les deux premiers cas, peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre que la science ait complètement balayé le domaine. Je parle des gens qui font de la virologie ou qui ont ce type de spécialité. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Si la science n'est pas encore stabilisée, il faut le rappeler. Et ça demande d'ailleurs un certain degré d'expertise de se prononcer sur ce qui est stabilisé et non stabilisé dans un domaine scientifique. Est-ce qu'on peut s'exprimer en dehors de son domaine d'expertise ? Il vaut mieux pas trop, en général. Mais parfois, et ce qu'il faut sans doute éviter, c'est les gens qui sont invités pour devenir experts et sciences en général. Ça, je pense que vous l'avez toutes et tous entendu. Ça prend 10, 20, souvent 25 ans de devenir à peu près fiable sur un domaine. Ça ne nous rend pas fiable sur tous les domaines de la science. Et donc, il faut avoir cette humilité minimale. Pour autant, parfois, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez une formation qui a impliqué un minimum de mathématiques et que vous entendez une erreur mathématique ou un discours qui est fondé sur des erreurs grossières. Par exemple, aujourd'hui, il y avait 50% de chances de pluie, demain, il y a 50%, donc sur le week-end, il y a 100% de chances qu'il pleuve, par exemple. Ce qu'on a déjà entendu. Hein, là, de fait, il n'y a pas besoin d'être à Météo France pour le faire remarquer. Sans doute, mais c'est toujours bien de le dire dans ce cas-là ou de s'être renseigné sur le domaine. Et donc, on pense que toute intervention publique doit faire l'objet d'une réflexion préalable chez ceux qui s'engagent. Est-ce que je suis légitime à m'exprimer en public sur tel ou tel sujet ? Un petit exercice d'examen, auquel n'incitent pas les chaînes d'information en continu, qui vont vous inviter pour quelque chose et vous faire parler souvent, pas toutes, mais certaines de toute autre chose, des domaines sur lesquels on estime ces propos pertinents, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas induire son public en erreur aussi. Ce qui est une question importante. On n'arrive pas toujours à les respecter, mais en tout cas, il faut essayer de les voir comme un objectif vers lequel il faut tendre. Du point de vue des institutions, j'ai presque fini, mais des aspects de la vie, d'ailleurs, ont été mobilisés par la presse et dans le débat public. En tout cas, le rapport a été lu par certains journalistes. L'idée, c'était que l'institution doit ni encourager ni condamner l'engagement public. Elle doit en revanche aider à élaborer un guide, donner des repères déontologiques clairs à ses chercheuses et ses chercheurs. Sa réaction par défaut devrait être plutôt de défendre la liberté académique et la liberté d'expression des chercheurs. J'hésite à reprendre la parole à titre individuel, mais je vais m'en abstenir. Pour le dire de manière générale, il y a quelques années, les SHS, les sciences humaines et sociales en général, ont été l'objet d'une grosse pression au plus haut niveau, où on avait censément missionné un rapport
ou confier un rapport au CNRS qui n'a jamais été confié au CNRS sur, disons, certains engagements supposés des chercheurs en SHS. Le rôle d'un organisme, c'est plutôt de défendre la liberté académique, la liberté d'expression. S'il y a controverse, c'est-à-dire si quelqu'un est pris à partie ou des gens s'émeuvent qu'un chercheur parle en dehors de son domaine ou s'engage, eh bien, nous pensons que dans ce cas-là, ce n'est pas le rôle de l'institution de régler les choses, mais ce serait plutôt le rôle du débat entre pairs. C'est-à-dire, si quelqu'un dit quelque chose qui vous semble pas du tout représentatif de vos communautés de recherche, il vaudrait mieux que ce soit la communauté de recherche qui le dise. Par exemple, si les sociologues de la santé publique n'étaient pas tout à fait d'accord avec les énoncés d'un de leurs collègues qui était par ailleurs spécialiste de la délinquance, il vaut mieux que ce soit eux qui le disent et qui mettent en perspective cette parole, plutôt que ce soit d'autres personnes qui le décident et qui seront, a priori, moins qualifiées pour le faire. Et donc, ce qu'on voulait dire aussi en filigrane, c'est qu'il y a une possibilité de s'engager pour certaines et certains, mais il y a sans doute aussi des devoirs de vigilance épistémologique de toutes les communautés de recherche sur ce qui se dit et ce qui se fait au sujet de nos disciplines dans l'espace public. Et enfin, mais ça je l'ai déjà dit, sur la désobéissance civile, on a des juridictions pour ça, l'organisme n'a pas à s'y substituer, et une attitude de prudence est sans doute recommandée. Donc pour synthétiser, on ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité avec les normes attribuées à la recherche. Ça doit être compris comme une liberté individuelle, dans le respect de devoirs. Du point de vue des institutions, on ne doit ni encourager ni condamner. En revanche, si une institution s'engage, et beaucoup d'organismes se prétendent engagés dans tel ou tel domaine, bien les mêmes devoirs devraient s'appliquer. D'où je parle, qu'est-ce qui justifie mon engagement, qu'est-ce qui le met en perspective, au nom de quelles valeurs je m'engage, est-ce que ces valeurs sont partagées dans l'organisme, et l'idée étant globalement de protéger la liberté d'expression et d'organiser le débat scientifique. Voilà, je vous ai mis les noms des rapporteurs et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Mathias Girel. Alors vous êtes vraiment très très fort. Parce qu'à peine avez-vous commencé à évoquer les 100% de chances qu'il pleuve pendant le week-end, qu'il s'est mis à pleuvoir. Là, en ce moment, il y a 100% de chance. Et donc, nous avons atteint les 100%. Juste. On n'a plus besoin de demain. Magnifique. Donc, voilà. Écoutez, merci à tous les deux pour vos exposés extrêmement riches. Nous allons passer aux questions. Y a-t-il des questions dans le public? Voilà, il y en a une là-bas déjà. Bonjour, je me présente, Aura Nazar, étudiant en physique à Sorbonne Université. Je vous remercie vraiment pour vos présentations et vos rappels très enrichissants, surtout pour la jeune personne que je suis, sur l'état actuel des choses du point de vue scientifique et du point de vue politique. J'avais une question, on va dire, qui fait l'état d'un constat personnel, individuel, une certaine frayeur sur un peu un entre-soi scientifique, un entre-soi des chercheurs en termes de communication, en termes de rapport à la société, au public, au grand public. Je vais me permettre de citer une petite anecdote personnelle. J'étais au lycée, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de physique-chimie absolument exceptionnel, très humain, qui nous faisait des cours très bien et qui avait commencé à nous sensibiliser un peu à ces questions scientifiques et notamment l'absence de transition, en nous montrant bien qu'on accumulait les modes de production d'énergie sans pour autant changer. Et je trouvais ça incroyable. Donc je le remercie vraiment de nous présenter ça et je lui ai posé la question, mais vous, du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et j'ai eu très mal vis-à-vis de la réponse qu'il m'a transmise, qui est moi, je vous informe sur le sujet. C'est très bien, mais comment? Oui, je vous informe. Oui, il était scientifique, il nous parlait de ça, dont on nous parlait très peu, mais comment on parle au public, en fait? Comment, au-delà des volontés individuelles, au-delà des engagements par des associations, comment on se mobilise, en fait, nationalement pour banaliser, en fait, cette question, pour la rendre commune, pour faire en sorte que au quotidien, on ait un peu ça en tête, que tout le monde qui se lève le matin ait un peu ça en tête, en mode, ok, comment on fait société par rapport à cette question? Je suis désolée, je suis un peu floue par rapport à la formulation de tout ça, mais c'est comment, c'est ça, on se regroupe et on influe et on communique. Oui, mais en dehors, on va dire, du cadre, en dehors de ce cadre un peu, je suis désolée, d'entre-soi, je pense que voilà, on parle pas forcément au public qu'on voudrait viser pour mobiliser sur ces questions à l'échelle sociétale. Comment on fait? Alors, qui veut répondre? En fait, ça concerne les deux, la question concerne les deux intervenants.
En tout cas, je pense qu'on peut tous féliciter ce professeur, qui semble vous avoir marqué. Il fait déjà quelque chose, s'engager dans une carrière d'enseignement, c'est pas du tout anodin aujourd'hui, alors même s'il était peut-être en fin de carrière. Et je le dis comme sans trémolo, etc. Je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent structurer après les débats publics, qui sont en place ou pas au niveau de l'école primaire et secondaire, et que sinon... pour le dire plus précisément, je pense que ce professeur, même si après vous regrettez qu'il ne s'engage pas plus précisément sur telle ou telle chose, il vous donne un outil incroyable qui a peut-être d'ailleurs joué dans votre carrière ou dans votre choix de destination, et qui est que sinon, si on n'a pas ça, si on n'a pas ces repères, on peut être sujet aujourd'hui à une sorte de recommandation d'exercer son esprit critique. On entend ça sans arrêt, on veut enseigner l'esprit critique aux jeunes. Or, alors c'est pas forcément une opinion majoritaire ou très populaire, mais je pense que l'esprit critique sans solide compétence, au moins dans une ou deux disciplines, c'est une machine à créer du complotisme à grande échelle, ou pire. Et donc au moins, alors il a peut-être pas allé aussi loin que ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression qu'il a fait ça. Après, je vous rejoins, c'est la question que vous posez, c'est celle qui nous regarde tous, c'est-à-dire dans quel collectif on fait vivre une parole informée. Alors, on a déjà un certain nombre, mais c'est une question qui se pose sans arrêt, et qui se pose à l'échelle de la communauté scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'elle se sent concernée par les débats qui mobilisent la science autour d'elle. Et alors, les choses ne sont jamais entièrement en noir et blanc, parce que dans une carrière scientifique, il est clair que si vous voulez progresser, il vaut bien mieux publier des articles dans des revues à comité de lecture, que d'aller donner des conférences, où il y aura pas mal de monde, souvent, des conférences de vulgarisation. Donc il y a des choix qui sont à faire, et il faut être reconnaissant, je suis sûr que vous l'êtes, aux collègues qui le font, parce que c'est coûteux, en fait, en termes de progression de carrière. Enfin, c'est jamais, disons, on ne fait jamais pour les avantages immédiats que ça va attirer. Le logicien De Morgan, qui était mathématicien aussi, au XIXe siècle, il avait une chronique mensuelle dans laquelle il réfutait les quadrateurs de cercles, qui prétendaient trouver des méthodes dont on sait qu'elles sont impossibles, et il considérait ça comme un impôt temporel qui payait à la communauté. Il disait, au moins pour débarrasser ces erreurs, je vais consacrer, je ne sais plus, c'était 10% de mon temps à réfuter ces choses-là, même si on sait d'emblée que chacun peut inventer, disons, ces méthodes ou ces moyens pour être utile. Moi, je crois beaucoup aux assemblées locales, disons à toutes les sphères dans lesquelles on peut échanger une parole qui n'est pas directe. Je crois qu'il faut répondre brièvement. Oui, pardon, oui. Surtout que Ami Daron a peut-être son mot à dire. Vous souhaitez non? Pas sur ce point. Enfin, je veux dire, ça m'est arrivé de prendre. On est entre soi ici, mais ça m'arrive de parler dans bien d'autres cadres. Et puis, je crois que cette parole, elle se que ce soit sur des ondes, dans des endroits, dans d'autres banlieues, enfin je sais pas, partout. Donc ça dépend un petit peu de avec qui on le fait. Et je crois qu'il n'y a pas de doxa, sur comment il faut faire. Ça dépend un peu aussi de son tempérament, de la conjoncture, je sais pas comment dire. Il me semble que les choses, en tout cas dans le débat public, ça a avancé, mais il y a des enjeux très profonds. On voit bien, je vous renvoie par exemple à une étude qu'a publiée le politiste Dormagin dans le dernier livre du Grand Continent sur la montée du climato-relativisme en Europe, en France, mais aussi en Europe, puisque son travail touche aussi à plusieurs pays européens. Là, il y a vraiment une compréhension assez profonde d'une situation que l'on peut faire en croisant des approches, des disciplines, etc. Je crois que les choses... Je suis sensible à ce qui a été dit sur finalement le fait que la pensée critique, l'apprentissage de la pensée critique systématique peut parfois produire de mauvais résultats. Il y a une phrase de Marc Bloch qui... c'était son expérience pendant la guerre de 14. Le scepticisme systématique est une autre forme de crédulité.
Moi, je suis enseignant-chercheur spécialisé en droit international de l'environnement. Je suis les négociations internationales de différentes conventions depuis 1991, je précise. Donc, c'est des sujets que je connais assez bien. Et accessoirement, je dirige une fédération de recherche CNRS en environnement. Donc, j'ai une question pour chacun de vous. Alors, sur la question du climat, en fait, maintenant, c'est un grand sujet pour nous en droit, c'est la question de l'effectivité. Donc, est-ce que les engagements internationaux sont vraiment mis en œuvre? Et vous avez abordé une question fondamentale, le monitoring, en disant que, en gros, ça ne se pratiquait pas. Est-ce que... Alors, c'est une question sous l'angle du droit à laquelle je pourrais répondre, mais comme vous êtes scientifique, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'en droit, ça soit vraiment respecté? Parce que le problème majeur, c'est qu'on attend du droit international quelque chose qu'il ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Bien sûr. Voilà. Bien d'accord. Donc, on attend quelque chose. Donc, ça, c'est ma première question pour vous. Et alors, pour vous, ma deuxième question, et c'est en tant que chercheur, je suis confrontée, parce qu'on est de plus en plus dans des conseils scientifiques. Par exemple, moi, je suis au conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité. Je vais résumer, mais on est soumis à différentes pressions. Et plus on est en lien avec les questions environnementales, plus on est soumis à certaines pressions. Et la question que moi j'ai en tant que chercheur régulièrement, c'est est-ce que finalement répondre aux journalistes, c'est mon devoir, parce que si finalement les scientifiques répondent pas aux quelques médias qui essayent à peu près de faire correctement leur travail, eh bien, je ne fais pas mon devoir, finalement, je me protège et puis c'est plus simple pour moi. Voilà, c'est une question aussi de démocratie, c'est-à-dire si les chercheurs se protègent de plus en plus parce qu'ils sont soumis à plein d'attaques et de pressions en tout genre, et puis aussi parce qu'ils sont sous l'eau, parce qu'ils ont plein de choses à faire, et puis c'est pas bon pour leur carrière, et j'en passe et des meilleurs. C'est une question vraiment qui se pose au quotidien, c'est-à-dire est-ce que c'est pas aussi notre rôle de transmettre. Alors ça rejoint un peu la question. Faire société, c'est aussi s'exprimer. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je vais répondre très brièvement. Je crois que justement la question de la justice environnementale, en particulier internationale, liée aux conventions, que ce soit biodiversité, climat, etc. Ça, c'est une nouveauté un peu. Je dis une nouveauté, des dernières décennies, disons des 2 dernières décennies, qui a été un aiguillon pour les processus internationaux, multilatéraux, etc. Parce qu'il y avait toujours la possibilité du recours, et ça permettait d'avancer dans certaines sociétés. On l'a vu, des procès, des procédures gendarmes, d'autres. Et ça, c'est extrêmement important, je crois. Maintenant, il est certain que, par exemple, le processus MRV, dans la première partie jusqu'à, je dirais, 2007, il fonctionnait un petit peu, il fonctionnait pas mal. Il y avait une certaine bonne volonté des pays, et par exemple, moi j'ai publié pas mal de papiers sur la façon dont la Chine, par exemple, a évolué dans ce processus. Au début, elle était coopérative. Elle voulait, parce qu'elle voulait se positionner. Elle avait aussi un agenda politique international. Elle était à la tête du G77 plus Chine. Ce regroupement de pays qui au début était 77 pays, mais après avait 132 pays, mais a continué à s'appeler comme ça, et dont elle était finalement, elle n'en faisait pas partie, mais elle était la chef. D'une certaine façon, puis elle montrait, voilà. Et elle n'a jamais dit, elle n'a jamais fait preuve de climato-scepticisme, pas du tout. Elle disait, son truc, c'est le changement climatique existe, et nous allons nous en occuper comme nous voulons, à notre rythme, en faisant à la fois notre développement, nos problèmes, notre transition, comme on le veut. Et finalement, elle a toujours fait ça, elle a toujours mené cette ligne-là, et voilà. Et donc, quand
c'est un système qui n'est pas contraignant à l'échelle internationale. Bon, c'est pas à vous que je vais dire ça. Donc on est là-dedans, c'est des rapports de force, je dirais, comme ça, un peu qu'on sent dans les enceintes, chaque pays joue son jeu, etc. Et il ne faut pas non plus attendre plus que ce qu'on peut en espérer de ces processus. Il y avait vous voulez, parce que ça vous concerne aussi très directement. Oui, oui, non, mais la deuxième question nous concerne tous, en fait. Oui. De fait, oui, c'est une vraie question de savoir quand est-ce qu'on doit y aller. C'est-à-dire, parce qu'on fait comme si c'était facile, mais après tout, il faut se mettre... et puis, nos amis journalistes de l'association des journalistes de presse scientifique peuvent en témoigner. C'est pas évident d'aller parler dans une radio, encore moins dans une télé ou une chose comme ça. Ça implique... C'est des choses auxquelles on réfléchit de plus en plus. Enfin, est-ce qu'il faut un média training, c'est-à-dire un entraînement aux techniques d'expression devant les médias pour les chercheuses et les chercheurs? Alors, ce serait démesuré de le faire à l'échelle de tout le monde. En même temps, on ne peut pas se présenter sans aucune préparation dans certains endroits où on risque de se faire couper la parole sans arrêt ou d'être présenté avec un biais. Donc c'est une vraie question qui, je pense, est instruite actuellement dans les communautés de recherche, dans les organismes. Moi, après, disons, toujours pour rester court, je pense que la règle, c'est... jusqu'où est-ce que je peux accepter, je vais le dire en termes un peu familiers, mais qu'on dise n'importe quoi sur mon domaine dans un espace public ou que ça puisse servir de prémisse à une délibération politique à l'Assemblée ou en commission, etc. Et dans ce cas-là, la question c'est est-ce que je reste silencieux? C'est un choix politique, éthique, ou est-ce que je délègue ce choix à d'autres personnes qui seront moins qualifiées pour le faire? Je pense que la réponse en découle. J'avais juste une petite remarque sur l'effectivité du droit, parce que ce qu'on observe souvent, mais peut-être pas dans ce domaine, c'est que pour rendre une loi vraiment effective, on décide de faire une autre loi, une nouvelle loi. Dans le cas d'immigration, c'est absolument typique. La succession de 21 lois depuis 1993, c'est toujours ça. C'est l'idée, voilà, on n'arrive pas à expulser, donc on va faire une loi pour... Bon, et puis il y a une espèce de fuite en avant dans la recherche de l'effectivité du droit, qui est assez... Mais dans certains domaines seulement. Parce que si vous prenez le domaine des discriminations, qu'est-ce qui a été fait du point de vue légal pour rendre effectives les directives européennes de l'an 2000 qui ont été décisives, qui auraient dû être décisives dans ce domaine? Pas grand-chose. Enfin, donc je pense qu'aussi ça dépend beaucoup des domaines et des pratiques. Merci pour vos présentations. Donc, je suis étudiant en sociaux et je vais rebondir plutôt sur la seconde présentation. Et aussi sur ce que vous avez pu répondre à une des questions. En fait, ce qu'on sent dans la vie du COMET, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de responsabilisation vis-à-vis du chercheur qui doit réfléchir aux conséquences, réfléchir à où il parle, réfléchir à ce qu'il dit, sa spécialité. Et dans le même temps, il y a aussi le fait, et comme vous l'avez marqué, c'est très coûteux la vulgarisation dans une carrière scientifique où il y a une pression à publier, où... il y a une pression à la progression, effectivement, c'est lourd. Et donc, je me demandais, dans ce contexte où c'est très lourd à la fois, donc du coup, cette responsabilisation est face à ces enjeux de carrière, est-ce que ne pas encourager l'engagement des chercheurs, finalement, ce serait condamné? Parce que, du coup, un chercheur, c'est très très lourd pour lui de s'engager. Est-ce que c'est pas justement le rôle des institutions de permettre et de aussi valoriser, en fait, parce que la vulgarisation ça prend du temps et vous le faites ici, mais du coup les institutions sans le valoriser, c'est un peu compliqué de prendre du temps pour ces choses-là. Et je pense aussi aux médias, pas forcément que de la vulgarisation, il y a d'autres choses. Mais... Merci. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses dans votre question. Qu'on soit bien clair, l'avis il tend plutôt à protéger une liberté dans un climat ambiant où on voit qu'il pourrait y avoir des tentations dans beaucoup d'endroits de cadrer un peu plus fort cette parole de chercheuse et de chercheurs. Il fait au moins ça. Alors ça peut sembler être négatif comme rôle, mais je vous assure qu'il cherche vraiment à protéger une liberté. Après, dans votre question, il y a deux questions. Il y a celle de la vulgarisation de son domaine, qui est un tout petit peu mieux prise en compte. Pas encore, je siège au CNU aussi, donc je vois comment... c'est pas encore assez pris en compte, de fait. Mais après, il y a la question de l'engagement.
Pour ne pas faire reposer sur les autres, juste en un mot, parfois on peut vouloir rentrer dans un débat politique parce que des choses sont mobilisées qui concernent notre discipline et qui sont mal exprimées. Je vous donne un exemple, moi je m'engage très peu, j'estime que... mais quand on a eu la discussion sur les lois sur la manipulation de l'information, il y avait des définitions de la vérité et de la fausse information qui en première lecture n'étaient pas loin d'être délirantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bout de course, il y a quand même un juge des référés qui va limiter ou non une liberté publique. Donc là, dans ce cas-là, j'estime que c'est quand même légitime de faire remarquer que si on part sur cette base, il faut s'attendre à un certain nombre de dangers en bout de course. C'est plutôt... Bon, c'est pas un engagement incroyable, j'ai pas exposé ma vie, mais là, on tombe dans une arène qui est un petit peu au-delà de la pure et simple vulgarisation, dont je pense par ailleurs qu'elle n'est pas neutre. C'est un engagement, il y a des valeurs qui sous-tendent la vulgarisation. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que peut-être que l'organisme n'a pas ni à encourager, ni à brider ce type d'expressions publiques qui vont au-delà de la vulgarisation, tant que ce n'est pas attentatoire ou contradictoire avec les principes de base de l'intégrité scientifique. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu... Oui, ça éclaire, mais après, là, c'est vraiment très sous l'angle de la vulgarisation, mais je me dis, face à un problème comme ça, systémique, on a besoin de toutes les forces en présence, quoi. Et sans le... c'est impensable sans l'encouragement des institutions. Je vois pas... voilà, c'est très terre-à-terre, mais j'ai l'impression aussi que... Si je peux, là encore, intervenir, moi j'ai le souvenir d'un exemple où une institution s'est engagée. C'est lorsqu'il y a eu la préparation de la loi Veil sur l'avortement, donc c'est déjà une vieille histoire, 1976, et toute une série, une partie du monde politique disait mais encourager l'avortement, c'est réduire le nombre de naissances, c'est fatal pour la démographie du pays. L'INED à ce moment-là, y compris son directeur, y compris la plupart des chercheurs, ont dit non, un avortement, c'est pas une naissance en moins, c'est malheureusement un système de contraception évidemment très problématique, mais il faut regarder quel est le nombre de naissances finalement, le nombre final de naissances pour les femmes, et là on s'aperçoit que l'avortement ne diminue pas le nombre de naissances. Donc c'était un engagement très fort, ça a valu à l'INED d'être tagué. C'était pas encore très fréquent à l'époque, en 1976, d'être tagué, que les murs soient tagués avec les sigles INED égale SS, etc. Mais ce qui était là, c'était l'exemple où une institution avait pris ses responsabilités et avait dit non, notre savoir, ce que les études que nous faisons nous montrent que la loi sur l'avortement ne va pas créer un effondrement de la natalité. Et il y a des moments où il faut, je pense, que des institutions s'engagent si effectivement des décisions politiques importantes sont complètement contraires à des faits scientifiquement établis. Et souvent, d'ailleurs, la comparaison internationale aide à établir ces faits où l'exploration des antécédents, des précédents, évidemment, aide à établir les faits. Voilà. Cela dit, sur la prise de parole, moi j'ai peut-être dû attendre l'âge de 50 ans avant de prendre vraiment la parole. À l'INSEE, là ça c'est la statistique publique, c'est pas la recherche publique, c'est un peu différent. Il y avait toute une hiérarchie du droit à prendre la parole. En fonction de la position hiérarchique, on pouvait aller dans un petit média, on pouvait aller à la radio, on pouvait aller et évidemment le plateau télévisé était réservé aux chefs les plus hauts gradés. Dans la pratique, mais ce qui avait très bien à l'INSEE, c'est qu'on faisait du média training très intensément. J'ai été j'ai beaucoup bénéficié du media training effectué à l'INSEE. Et quand je suis devenu directeur d'un institut de recherche pendant plus de 10 ans, eh bien, j'ai organisé des séances de media training pour les chercheurs. Parce que quand vous dirigez un institut de recherche, vous apercevez que le nombre de chercheurs qui sont capables de prendre la parole en public, à la télévision, à la radio, il est très réduit. Vous tombez toujours sur les mêmes personnes, 3 ou 4, pas plus. Et il faudrait essayer de diversifier un petit peu tout ça. Et c'est vrai que le manque de formation est un problème, parce qu'en réalité, plus on prend la parole en public, bien mieux on sait prendre la parole en public. Enfin, il y a aussi l'expérience acquise. Et ça, c'est le rôle des institutions, je pense, de former les chercheurs à la prise de parole publique dans ces arènes très compliquées que vous avez décrites. Bonjour. Alors moi, j'ai pas mal de remarques et de questions.
mais je vais essayer d'aller assez vite. Je pense qu'il y a une notion qui mérite d'être évoquée dans tout le vocabulaire sur le climat, c'est la notion de budget carbone. Et en fait, j'ai l'impression que cette notion-là, elle est finalement assez peu connue des gens. Et pourtant, donc j'ai pas la définition de qu'est-ce que c'est le climato-relativisme. Mais c'est tout simplement, bon, ça existe, oui, on ne remet pas en question ce qui était le cas des conservateurs américains dans les années 90, les bases un peu de la question de l'effet de serre, de tout ça, mais c'est pas si grave, voilà, c'est ça. C'est pas si Parce important, il y a d'autres choses dans la vie, etc., etc. Voilà, mais j'ai l'impression que finalement, oui, ça j'ai l'impression que ça prend un peu de l'ampleur. Ça prend beaucoup d'ampleur. Par exemple, moi j'ai été à un débat à l'Académie du climat, et puis il y avait là un sénateur qui disait que il défendait l'idée que la France devait pouvoir s'adapter à plus 4 degrés. Et donc moi je trouve qu'il y a une contradiction qui est quand même assez forte entre dire voilà, on a un budget carbone, il faut rester en dessous des 2 degrés, voire 1,5 degré, et donc ça implique des réductions très fortes. Et d'un autre côté, non, au niveau politique, on va admettre le fait qu'on va s'adapter à plus 4 degrés. Ce qui est une sorte, peut-être, je sais pas, d'aveu d'échec a priori, quoi. Donc, je suis pas d'accord avec vous sur ça. Parce que je suis d'accord et Dieu sait que j'interviens depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, sur ces questions, et que sur l'inaction, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes à une certaine situation où c'est vrai qu'il faut protéger le plan d'adaptation de la France, il doit être à plus 4 degrés, parce que c'est quelque chose qui a toute chance d'arriver. Toute chance d'arriver, donc il vaut mieux au moins regarder. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça fait très longtemps que les climatologues avaient dit il faut lutter pour un seuil de plus de degrés, et l'adaptation, ce serait plus 4. Parce que, il faut être prêt. Il y a quand même une chose, c'est que... Oui, mais... La question... d'autre part, quand vous voulez... et je vais m'arrêter après, mais... si vous voulez vous adapter à plus 4 degrés, là, il faut prendre les choses à fond. C'est-à-dire les bâtiments, les rivières, tout ça, c'est vraiment... Là, il y a un vrai enjeu structurel, matériel, politique, financier à développer ce plan d'adaptation. Mais monsieur, vous vouliez achever votre question. Vous vouliez achever votre question. Ouais, allez-y. C'est gentil. Non, mais bon, ça me permet justement de rebondir là-dessus, parce que, en fait, par exemple, moi, je sais plus, c'était cette semaine, j'avais un débat, il y avait Marc-André Sellos, qui est assez connu, et qui disait, en fait, justement, à plus 4 degrés, on ne s'adapte pas. Donc, il y a un problème. Il y a des trucs qui ne s'adapteront pas à plus 4 degrés. Donc, en fait, moi, je suis d'accord qu'il faut essayer de s'adapter à plus 4 degrés, mais si on ne peut pas s'adapter, c'est quand même dommage. Et il y a donc ma question finale, c'est par rapport à la politique. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez présenté l'idée, par exemple, Jean-Baptiste Fressos, qui dans son livre Sans transition, décrit la situation actuelle et le fait qu'on ne prend pas en main la situation. Et lui, d'ailleurs, quand on voit, il dit de toute façon, elle ne sera pas prise en main. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le discours, et c'est un peu ce qu'on lui reproche de dire ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le constat, c'est que la situation n'a pas été prise en main depuis 25 ans, 30 ans, enfin on ne sait pas combien de temps, et qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas une véritable prise en main sérieuse de la situation, et la transition écologique qu'on nous propose, on peut sérieusement la mettre en question, à la fois quant à sa faisabilité et puis quant à sa pertinence au niveau de l'impact climatique qu'elle a, et par rapport au fait que quand on arrive en 2050, supposons qu'on l'ait fait, est-ce que c'est vraiment une situation souhaitable qu'on aura, quoi ? Voilà. Très bien. Sur ça, je suis d'accord. Oui. Hélène. Très brièvement sur un ou deux mots que vous aviez dit au début de votre exposé. Vous aviez situé évidemment les problèmes climatiques, et en même temps, vous aviez remarqué que depuis 40 ans, nous vivons tous dans le même bateau, et pas vraiment dans le même bateau, c'est ce que vous avez dit, mais quand même dans un système économique qui est celui du néolibéralisme.
Bon, et puis, vers la fin de votre exposé, vous avez fait remarquer que, bon, le travail collectif du GIEC avait quand même établi des bases sur lesquelles on ne peut quand même pas se cacher les yeux éternellement, et que c'est quand même lutter contre ce changement, freiner l'utilisation des gaz à effet de serre, etc. C'est la question principale mondiale, en fait, aujourd'hui, et que rien n'est fait au niveau où il le faut, au niveau ce qu'on appelle gouvernemental et politique. Et bien là, moi, je dis simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut aménager pour le moins, très très sérieusement, le système économique pour avoir une chance quelconque de pouvoir faire des politiques cohérentes et durables, et pas visant des normes pour je ne sais pas quand, mais incapables de mettre les priorités là où il le faut, tout en respectant le fait qu'il ne faut pas le faire sans tenir compte de la réalité, qui est les différences entre les pays, et à l'intérieur des pays, le niveau incroyable et inacceptable des inégalités qui ont été creusées par ce fameux néolibéralisme, et qu'il faut au minimum l'aménager si on veut arriver à quelque chose. Voilà. Pendant la crise sanitaire du SARS-CoV-2, certains ont pu être surpris, par la visite du président de la République, rendant visite à un chercheur dans un institut à Marseille. Et est-ce que des événements comme ceux-ci n'ont pas participé à la décrédibilisation des scientifiques, même s'il y a eu des réactions de certains membres de la communauté scientifique? Est-ce que ça n'a pas développé aussi cette méfiance et aussi favorisé le complotisme? Et je m'interrogeais sur l'accompagnement de certains politiques par des scientifiques. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que les politiques devraient suivre les enseignements du COMETS? Non, c'est pas ça. La question était plus... Oui, non, la question était plus ciblée. Alors, il y avait un président de la République d'une part et un directeur d'institut de l'autre à Marseille. Je ne vais pas y répondre, parce qu'il y a une manière de vous répondre. Oui. Mais ce que je peux dire, sans me cacher derrière mon petit doigt, c'est que déjà, si on estime qu'il faut faire attention, un petit Larsen, quand on est scientifique, il faut faire attention de rendre compte des questions qui sont ouvertes et de ne pas trancher trop vite sur l'état stable de la science. Si c'est déjà difficile pour les scientifiques, on peut estimer que c'est encore plus difficile pour des gens qui ne sont pas scientifiques, n'ont pas fait d'études scientifiques, et n'ont pas manifesté, disons, d'acculturation considérable à la pratique scientifique. Donc, je me contenterai de cette réponse-là. Et que ça induit sans doute des effets de brouillage. Alors que ce qui est politique, c'est quel soutien il y a eu à la recherche sur les coronavirus depuis le SRAS, donc 2002-2003. On a été bien content d'en retrouver 2 ou 3 qui avaient survécu avec des budgets de recherche un peu limités quand même. Enfin, ça n'a pas été les seuls, mais disons, on s'est rendu compte un peu de leur intérêt à ce moment-là. Eux auraient peut-être mérité un petit coup de projecteur à ce moment-là, plus que nos amis marseillais que vous évoquez. Je peux vous dire que l'épisode de la visite présidentielle là, que vous évoquez a jeté la consternation dans les milieux scientifiques qui étaient réellement spécialistes du sujet, ça je peux vous dire, y compris parmi les gens qui étaient dans les comités officiels, les 2 comités officiels qui ont été bâtis à l'époque. Ça a été absolument consternant. C'était un calcul politique vis-à-vis de l'opinion publique, ça n'avait plus rien de scientifique. Voilà. Mais c'est vrai que la communauté scientifique, elle est faible quand un de ses membres a des comportements comme ça très démagogues, en fait, et puis ne respecte pas les règles les plus élémentaires, comme c'est apparu après coup. On le savait déjà.
on savait déjà que le mode de fonctionnement de cet institut était très très problématique. Cet institut avait été obtenu lors d'un concours des investissements d'avenir, essentiellement parce que la région PACA avait fait pression pour avoir son institut. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, donc là je suis un peu plus précis dans ma réponse. Vous m'incitez dans ce cas-là à être plus précis. Et le directeur a finalement été condamné 18 mois après. Peut-être un micro-truc là-dessus. Cette personnalité marseillaise, peut-être que le politique aurait dû consulter des historiens, historiennes des sciences ou sociologues des sciences, parce qu'un certain nombre d'entre nous avaient déjà une veille sur lui pour des propos sur le climat qui était climato-sceptique, j'hésite pas à le dire, et sur l'évolution qui était limite, quoi. Donc, en tout cas, moi, j'ai des fiches bien avant la période du coronavirus à ce sujet-là. Donc, peut-être faire une petite enquête avant, ça aurait été pas mal. Bon. Parfait. Écoutez, merci infiniment pour votre participation active, participation qui a impliqué, je m'en réjouis, toutes les générations, ce qui est formidable. Et donc, je laisse Bruno vous mentionner l'organisation qui va suivre.